À l'occasion des fêtes de fin d'année, pourquoi ne pas savourer un petit whisky? Israël était jusqu'à présent le pays du lait et du miel. Il faut ajouter maintenant le whisky. Et oui, cet alcool est devenu la spécialité d'une distillerie qui est installée à Tel Aviv. Maël Benoliel était sur place. Regardez. Israël, le pays du lait et du miel, a désormais son propre whisky et sa première distillerie située à Tel Aviv. Bienvenue à Milk & Honey, la première distillerie de whisky en Israël. Eitan Atir est le PDG de cette distillerie, créée en 2012 par un groupe d'amis, des amateurs de whisky. Du maltage en passant par le brassage, la fermentation, la distillation et enfin le vieillissement, tout se passe ici. Et pas de bon whisky sans une bonne eau. 60% du whisky, c'est de l'eau. Donc vous voulez la meilleure qualité possible. Pour notre recette, nous utilisons une eau particulière et unique. Et c'est ici que nous la produisons. Une eau qui sera mélangée ensuite à du malt broyé, de l'orge, à l'aide de cette machine. On peut moudre ici jusqu'à 1 tonne de malt en 40 minutes. Du malt comme celui-ci. Tu peux goûter, ce sont des grains d'orge que l'on moud pour son sucre. Parce qu'il est beaucoup question de sucre dans le whisky. Puis direction une cuve de brassage où le malt est mélangé à l'eau à haute température. Dans cette autre cuve, les sucres seront ensuite transformés en alcool avant l'étape de la distillation. C'est ici que toute la magie opère. C'est notre alambic géant. Nous produisons du Scotch whisky avec une double distillation. Et à la fin de ce processus, nous avons un alcool blanc, alcoolisé à environ 73 degrés. Nous sommes en train de mettre en place une production de masse. Nous avons une capacité de production d'1 million de litres de whisky par an. C'est beaucoup, mais nous avons des ambitions internationales. Une substance liquide blanche qui se rapproche du whisky par son goût, mais qui n'en est pas encore. Dernière étape et non des moindres, le vieillissement en fût de chêne. 3 ans minimum pour une appellation Scotch whisky selon la tradition écossaise. Mais Israël a des avantages que d'autres pays n'ont pas, comme son climat. Notre whisky va vieillir 2 à 3 fois plus vite que dans les pays traditionnels comme l'Écosse, l'Irlande, les États-Unis et le Canada. C'est un avantage énorme pour nous, parce qu'après un minimum de 3 ans, vous allez avoir un goût et une couleur d'un whisky qui a vieilli entre 7 et 9 ans. Il faudra donc attendre encore un peu. Les 40 000 premières bouteilles sont prévues à la commercialisation en 2019. Le temps de laisser vieillir cette eau de vie millénaire. En attendant, tout le monde est invité au centre des visiteurs de cette distillerie pour y goûter le premier whisky made in Israël. Bonjour Isabelle Dajou. Alors on vient de parler de whisky, mais il ne faut pas oublier le vin, parce que maintenant au niveau mondial, le vin israélien commence à avoir une petite notoriété quand même. Hein. Tout à fait, Israël est un petit pays, mais qui détient un terroir de qualité. Aujourd'hui en Israël, 320 vignobles et 15 d'entre eux produisent 90% des vins. Les régions connues sont le Galil, le Golan et les montagnes de Jérusalem. Les vins qui sont réputés sur le marché national et international, le Flamme, le Castel, le Barkan et le Sregim, en chiffre 58 millions de bouteilles de vin fabriquées par an, 6 millions de bouteilles à l'export et 95% de bouteilles des vins sont cachères. Bon, et on organise aussi des compétitions de vin ici en Israël. Surprenant. Surprenant, tout à fait. 2 compétitions. Une compétition qui a commencé il y a 3 ans, qui est de vin local, organisée par Chaim Gan. La seconde est internationale, ça fait déjà 11 ans et elle fait partie des 10 meilleures compétitions du monde. Donc c'est une excellente compétition où les vins internationaux sont primés. Sont représentés. Alors, blanc, rouge, rosé, qu'est-ce qu'on choisit? Ils sont spécialistes en quoi, les Israéliens? Alors, selon encore une fois le juge international Chaim Gan, la nourriture en Israël est faite à base d'huile d'olive, de poisson, de légumes. Le temps est chaud, donc il pense que les Israéliens consomment plus de vin blanc et rosé. Bon, alors on parle du marché mondial, mais ici en Israël, il y a des nouvelles clientèles qui apparaissent et qui consomment des vins israéliens, pas n'importe lesquels, des vins de première qualité. Tout à fait. Alors, le vin en Israël est sur le marché depuis 20 ans et ces 10 dernières années, le marché des orthodoxes, figurez-vous, qui avaient l'habitude de boire des vins plus pour des célébrations, sont les premiers consommateurs de viande de qualité en Israël. Bon, les prix
de ces bouteilles de vin, Isabelle? Alors malheureusement, c'est un petit marché, donc malgré que ça soit une fabrication locale, on va payer 20 à 30% plus cher qu'une bouteille qui est importée. Oui. Maurice Ifergan, vous l'avez vu évoluer justement ce marché du vin ici en Israël? Vous savez, les premiers vins qu'on avait en Israël s'appelaient des vins pâtiches, des vins marteaux, disons. C'était une espèce de jus de raisin dans lequel on avait mis un peu d'alcool. Ça servait à faire les cérémonies religieuses du vendredi soir et du samedi. Depuis, les choses ont évolué, mais ce vin-là est resté connu jusqu'à aujourd'hui. Il est utilisé par certains. Mais je vais vous raconter une histoire. La première fois que j'ai été invité dans une famille ici en Israël, j'avais acheté une bouteille de vin français pour faire bien. J'étais arrivé, les gens ont ouvert la bouteille pour nous faire plaisir. Ils nous ont dit, regardez, vous avez une bouteille, ils ont ouvert et ils m'ont dit, mais ce vin est tourné, alors qu'en vérité, c'était une des meilleures bouteilles que j'avais pu trouver sur le marché. Ça a changé depuis. Merci beaucoup. Allez, Israël Inside, c'est fini. On va passer maintenant à notre deuxième partie d'émission. Dans le grand angle, nous allons vous amener dans le grand froid, car figurez-vous, avec le réchauffement climatique, eh bien, les pôles nord et sud sont sous haute surveillance et vous allez voir que les scientifiques ne manquent pas d'ingéniosité pour trouver des solutions pour essayer de garder la température où elle en est. On a vu les conséquences du réchauffement climatique sur la planète. On en parle dans quelques instants avec nos spécialistes, Jonathan Serrero qui sera là et Samuel Calvo qui va nous rejoindre dans quelques instants. Restez là, moi je reviens tout de suite.